Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Toussaint et Laurence Ferrari recadre Martin Blanchet. Vous allez voir dans cette vidéo le très jeune médecin épidémiologiste Martin Blanchet que l'on voit partout sur les plateaux se faire recadrer de manière magistrale par le professeur Toussaint, encore une fois, et par Laurence Ferrari qui l'a plus que recadré. Elle l'a complètement corrigé en public pour son arrogance dénuée de tout argument scientifique. Il a finalement quitté le plateau pour le bonheur de tous. Vous allez voir également que j'ai rajouté des séquences vidéo pour démontrer que ce pseudo-médecin intègre raconte tout et son contraire et l'inverse de son opposé. En gros, il raconte du grand n'importe quoi qui suit la propagande d'État. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur Odyssée. Pour ceux qui connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider vos créateurs. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire. Je poste du très lourd en ce moment et ça va vraiment continuer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 26 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on va commencer par savoir qui est ce Martin Blanchet. Notre deuxième entreprise du jour, PH Expertise, une société lancée en 2012 par des médecins et qui prévoit avec des logiciels très performants l'impact économique et sociétal des dépenses de santé. Avec nous sur le plateau son cofondateur Martin Blanchet, bonjour. Bonjour. Ok, donc tu as créé cette entreprise avec qui? Raconte-nous. Alors, PH Expertise, ça a été créé par Henri et moi à la fin des études de médecine, qui sont assez longues. Moi, je terminais mon internat. Voilà, donc c'est une entreprise créée par des étudiants sans aucune expérience dans la santé. Ok, très bien, donc vous faites quoi avec ton pote? Globalement, on a décidé de créer une structure qui allait développer des modèles de simulation assez complexes que Henri maîtrisait très bien. Et l'idée, c'était que la complexité était trop importante pour pouvoir prendre des décisions rationnelles. Là, tu commences déjà à nous embrouiller. Ils sont donc spécialisés dans l'accès au marché des nouveaux médicaments et en modélisation des épidémies. Voilà, donc évidemment, en ce moment, ça fonctionne comme sur des roulettes. Donc ces étudiants ont directement travaillé pour l'OMS, le ministère de la Santé, l'INCA, l'Institut National du Cancer et les plus grands laboratoires pharmaceutiques. Et donc, bien sûr, cette entreprise d'étudiants vit des rémunérations de Big Pharma à hauteur de 1 255 425 €, avec bien sûr Gilead comme principal client, avec une très légère contribution de seulement 471 000 €. Alors on va commencer l'interview et vous allez voir que ça va monter crescendo et à un moment ça va partir en vrille totalement. À Marseille, on était parti pour 15 et c'est le tollé du secteur d'activité et des élus locaux qui ont ramené la mesure à 7 jours. Donc comment peut-on dire aujourd'hui, politiquement, avec, je dirais, crédibilité, que finalement, le discours des 15 jours est devenu 7 jours. Et si on a une amélioration à Marseille, c'est parce qu'on a fermé 7 jours. Alors qu'on nous a expliqué pendant des semaines que c'était 15 jours minimum. Vous mettez le doigt Mettez-vous à notre place. Vous mettez le doigt sur la cohérence du discours politique, c'est Oui. bien cela? Oui. Je crois qu'on partage cet avis, non? Et oui, moi aussi je partage cet avis et je crois que Marseille partage aussi cet avis, qui a décidé de créer un conseil scientifique sur Marseille pour ne plus être dépendant des décisions de Paris. Je laisse la parole à la grande Samia Ghali, deuxième adjointe au maire de Marseille. L'idée, c'est d'avoir un conseil scientifique qui justement soit local, voilà. On a aussi des spécialistes, on a faire en sorte avec l'éducation nationale, avec les hôpitaux privés publics, avec l'IEHU, avec les collectivités. D'abord ce conseil scientifique qui puisse se rencontrer, poser les problèmes. Et ne plus se faire avoir un diktat qui soit choisi de Paris. Et toi, Blanchet, t'en penses quoi de la fermeture des bars et des restaurants de Marseille? En revanche, à Marseille, je crois que les bars restent fermés. Donc finalement, c'est simplement ils ont ajusté la stratégie pour ce niveau d'alerte maximale. Ils se sont décidés que dans un certain cas, les restaurants pouvaient réouvrir et que ça suffisait de fermer les bars. Et ça, je pense que c'est en cohérence avec la connaissance qu'on a sur le virus, qui est qu'effectivement, c'est des circonstances festives. Alors après, tout ce que vous dites sur l'interprétation de ce qui se passe, moi, je crois pas que ce soit ce qui se passe vraiment. Ouais, donc Blanchet croit pas que ce soit vraiment ce qui se passe vraiment. Il croit, c'est un croyant. Alors écoutons ce qu'en pense l'adjointe au maire de Marseille de ces croyants de bureaucrates parisiens. Mais moi, je suis désolée, mais on a affaire à des gens à Paris, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui sont dans leur bureau, je ne sais où, et qui décident pour ce qui se passe à Marseille sans savoir exactement ce qui se passe. Enfin, des élus qui commencent à se mobiliser contre ce gouvernement d'imposteurs et de leurs décisions catastrophiques pour notre santé et notre économie. Un petit exemple, c'est tout de suite. C'est que depuis le début, il y a des incohérences totales. C'est-à-dire qu'on nous a fait fermer des restaurateurs, mais il faut savoir que dans la même zone, dans une zone commerciale,
on a fermé une partie de la zone de droite et on a laissé la partie de gauche ouverte. Et donc, tous les restaurateurs de gauche avaient le droit d'ouvrir et ceux de droite avaient le droit, était une obligation de fermer. Mais on est dans un cirque, voilà. Et oui, c'est absolument ridicule. Alors attention, le Blachier va nous donner une explication de pourquoi le virus circule moins vite. Je pense que c'est pas une question de saisonnalité, c'est une question de pourquoi ça circule beaucoup moins vite et pas dans les conditions de la première vague, simplement parce qu'on n'a plus du tout les mêmes comportements. Si on avait les mêmes comportements aujourd'hui, on aurait les mêmes choses qui s'observeraient en mars-avril. Et donc, on est sur un R0 qui est à peu près à 1 aujourd'hui. On a des comportements qui font que le virus circule effectivement à peu près à un R0 à 1, c'est-à-dire qu'on est sur un plateau, et de cette façon tout le monde l'observe, donc c'est une réalité. Ouais, donc là il est en train de nous dire qu'en gros il n'y a pas de deuxième vague grâce aux gestes barrières et blablabla et aux masques, et qu'en fait il avait tout prévu. Alors écoutons ce qu'il disait sur LCI le 1er mai. Les spectateurs qui sont en train de vous écouter se disent tous la même chose comme moi en ce moment. Vous prévoyez donc 65 000 morts de plus, même s'il y a une distanciation sociale obligatoire et le port du masque. Absolument. En fait, il faut bien comprendre que la distanciation sociale et le port du masque, ça permet de réduire le R0. En gros, tant que le R0 il est en dessous de 1,3, vous n'avez pas forcément ce qu'on appelle une deuxième vague, c'est-à-dire une circulation qui prend une allure exponentielle au bout d'un moment. Voilà, donc comme le Blachier le démontrait le 1er mai dans son graphique de son entreprise d'expertise qui se fait grassement payer par les laboratoires pharmaceutiques, c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit maintenant. Il disait que même avec le masque, nous aurions 85 000 morts. Quoi qu'il arrive, c'est l'intelligence artificielle de son entreprise qui le disait. Paye ton intelligence. Et donc, il va falloir doser en fait les mesures qu'on a, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines circonstances très à risque qu'il faut éviter, et le reste, je pense qu'on peut être relativement relâché à partir du moment où on porte le masque. Ce que je rappelle, c'est le port du masque qui a été déterminant pour éviter justement qu'on ait une vague et qu'on ait plutôt un plateau là à la rentrée. Voilà, donc ce gars qui se dit un expert continue à nous répéter que le masque est encore le facteur important qui nous évite la seconde vague. Bah visiblement, il n'est pas au courant de ça. Vas-y, Martine Vonner, explique-lui. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la Haute Autorité de Santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Voilà, donc en gros, le virus, on l'attrape pas dans les airs, mais on l'attrape par les mains. C'est ce que vient de dire la plus haute instance de médecine aux États-Unis. Alors le Blachier, t'en penses quoi? Si on avait porté le masque, à partir du moment où on s'est déconfiné, on l'avait vraiment porté, on n'aurait pas eu cette reprise de la rentrée. C'est quelque chose qu'on est en train de publier là. On a refait tous les calculs, et effectivement, c'était quelque chose qu'il aurait fallu faire. On a fait ce test trace isolé qui fonctionne pas. Par contre, je comprends vraiment pas ce que vous dites. C'est incompréhensible. Je suis désolé, mais vous dites que c'est un virus qui a des caractéristiques de l'été. Je sais pas pourquoi vous dites ce genre de phrases qui ne veulent rien dire. Garder les indicateurs. Donc non, alors juste pour essayer de simplifier les choses. Donc en gros, voici la preuve que vous trouverez dans la description de cette vidéo ci-dessous. Alors vous inquiétez pas, je vais traduire. Le CDC admet donc qu'il n'y a aucune preuve que la Covid-19 est un virus aéroporté et qu'ils ont induit le public en erreur depuis le début. John Brooks, médecin-chef de l'intervention d'urgence Covid-19 du CDC, lors d'un appel avec des professionnels de la santé, a déclaré lundi. Le CDC met actuellement à jour ses recommandations concernant la transmission aérienne du SRAS-CoV-2. C'était une erreur de la part de notre agence et je m'excuse au nom du CDC. Donc en gros, encore du mensonge international. Alors Blachier, t'en penses quoi? Et écoutez juste de son nez, on dirait bien qu'il est enrhumé ou alors il a le syndrome Macron. Ce virus, il peut être contrôlé de manière pas si compliquée que ça. Effectivement, si on porte tous un masque, on risque pas d'avoir une envolée épidémique qui fait qu'on risque d'avoir des services hospitaliers qui sont pleins. Puisqu'en fait, le problème de ce virus, c'est le problème hospitalier. Aujourd'hui, il y a quand même un tiers des places en réanimation en Ile-de-France qui sont occupées Parce par que les des places patients. ont diminué. Est-ce que c'est normal que pendant l'été, on ait tout le temps, vous mélangez tout, vous faites un espèce de magma juste pour pouvoir dire quelque chose, c'est insupportable. Alors moi perso, je vois pas ce qu'il mélange. Blachier parle d'un tiers des lits de réanimation qui sont occupés par la Covid. Et le professeur Toussaint lui rappelle que c'est dû au fait que le gouvernement a réduit encore le nombre de lits en réanimation en Ile-de-France. Mais bon, quand on n'a pas d'argument, on devient arrogant, insultant
à la Blachier. Attendez, je crois que j'ai quelqu'un qui veut intervenir, c'est tout de suite. On n'est même pas capable d'avoir doublé le nombre de lits de réa. Arrête, ça fait rire. Non mais ça fait rire. Non, tu sais combien impossible. vous savez combien on a de lits de réa à Paris? 5000. Ah non, à Paris, c'est 1273. Oui, mais en France, 5000. 1273 lits de réanimation à Paris. Et oui, bien sûr, il a raison, il y a seulement 1273 lits de réanimation dédiés au Covid pour une population de plus de 2 millions d'habitants à Paris. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que c'est insuffisant. Écoutons ce que dit le professeur Toussaint à propos de la capacité totale des lits de réanimation pour toutes les pathologies. On était à 7000 places au printemps et on est à 6000 maintenant. Comment se fait-il, vous demandez à Christophe Prudhomme, comment se fait-il que le dénominateur des places est diminué, si ce n'est à ce moment-là pour faire augmenter le seuil. Non, mais ok. Non, pas hors sujet. Comme l'indique justement le professeur Toussaint, ils ont diminué de 1000 places le nombre de lits en réanimation depuis la fin de l'épidémie du printemps à maintenant. Et le Blachier qui répond en fermant les yeux tellement il sait que c'est ridicule ce qu'il dit. Oui, si vous voulez, on peut faire un grand débat dessus. On tombe vraiment dans le grotesque. Allez, Blachier, continue. En revanche, si jamais on relâche la pression sur les jeunes et on joue la carte de l'immunité collective, le problème c'est qu'on peut pas isoler complètement la population âgée. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai publié cet article en disant qu'il fallait isoler la population âgée. Donc voilà, j'ai pas lu encore vos publications sur le Covid. D'ailleurs, vous avez plein de théories sur tout. Il y en a 300. Ah oui, bah oui, je vais les regarder alors. C'est pas grand chose de notable en tout cas. Pas grand chose de notable. Franchement, Blachier, il a publié un papier comme quoi il fallait protéger les personnes âgées. Et donc là, il a fait une énorme découverte. Heureusement qu'il est là, sinon nous, on le savait pas. Alors écoutons-le là aussi dans une interview précédente. Je ne crois pas au télescopage de la grippe et de la Covid, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des mesures barrières qu'on applique de manière de plus en plus drastique contre le Covid-19 et le mode de contamination de la grippe est pas si éloigné de celle du Covid-19. Donc en mettant des mesures barrières comme le port du masque, on va aussi bien se protéger contre le Covid-19 que contre la grippe. Donc je ne m'attends pas à une explosion de la grippe cet hiver. Ouais, donc la grippe cette année, elle va encore disparaître comme l'hiver dernier à cause du masque. Je lui rappelle que l'hiver dernier, déjà, on n'avait pas de masque. C'était interdit par l'État. Et puis, écoutez. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Elle a été faible, masque, gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Ouais, donc Véran qui dit lui-même que le masque ne fonctionne pas pour la grippe, mais pour Blachier, ça fonctionne quand même. C'est vraiment toujours tout et son contraire, et le tout sans jamais aucune preuve, bien sûr. Le fait que le conseil scientifique et les instances sanitaires reculent pour assumer cette responsabilité est absolument dramatique. Je voudrais juste répondre là-dessus, parce qu'à un moment, c'est irresponsable de dire des choses comme ça. Non, c'est un mais le conseil scientifique, les instances scientifiques et les instances sanitaires se dégagent maintenant de toute responsabilité. Laissez-moi le premier. Monsieur Toussaint, donc il y a plein d'idées sur tout et ça va dans tous les sens, dit il faut laisser filer le virus. On laisse filer le virus. Laissez-moi finir, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous allez réussir à comprendre ce que je vais dire. Comment il termine sa phrase avec une arrogance et encore impolitesse. Vous allez peut-être réussir à comprendre ce que je vais dire. Franchement, il faudrait déjà qu'il arrive à se comprendre, le Blachier. Écoutez ce qu'il disait 2 mois auparavant. Et c'est montré dans tous les papiers. J'ai revu toute la littérature. Il y a même des modèles qui ont été faits. Et les modèles le disent très bien. Il y a trop de renouvellement d'air en extérieur pour que la charge virale soit suffisante pour infecter les gens. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Ça veut dire que ça arrive extrêmement peu. Et d'ailleurs, la plupart des pays font le masque dans les lieux clos et font pas le masque en extérieur. En Asie, ils portent le masque en extérieur à cause de la pollution. Mon amie vietnamienne, elle me le dit, on a toujours porté le masque en extérieur pour la pollution. Ouais, donc là il prouvait A plus B que le masque était inutile en extérieur et maintenant le masque est absolument indispensable partout. Et donc là le gars il dit encore tout et son contraire, encore une nouvelle fois. On laisse filer le virus. Donc il va y avoir plus d'entrées en réanimation. Donc si on suit la stratégie de Toussaint, dans 3 semaines les services de réanimation sont pleins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser mourir les gens aux portes des services de réanimation? Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer le pays. Donc est-ce qu'il vaut mieux fermer le pays dans 1 mois et là pour le coup totalement tout être mort économiquement ou essayer de trouver un juste milieu pour essayer de ne pas avoir fermé le pays? Alors Martin Blachier plutôt que de dire refait n'importe le coup de Pasteur, réfléchissez à ce qui va se passer dans 15 jours ou 3 semaines. Alors déjà il faudrait savoir si cette épidémie est aussi grande qu'ils le disent. Écoutons le Véran. Quand vous comparez la mortalité sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées
porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédés du Covid. Bien. Donc en fait, les soi-disant 30 000 morts du Covid en France ne seraient pas tous morts du Covid comme par hasard. Ils étaient juste positifs. Mais comme l'indiquent les statistiques, l'âge médian des morts supposés du coronavirus est de 84 ans avec des comorbidités. Donc des personnes dans un état malheureusement proche de la mort. Alors écoutons maintenant comment ils saturent les hôpitaux. Les hôpitaux sont tellement à bout de souffle qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Pour quelqu'un comme moi qui a fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. Donc ils mettent des patients en réanimation actuellement qui normalement ne devraient pas être en réanimation. Mais bien sûr, ils le font pour augmenter les chiffres de réanimation, pour bien faire peur, et écoutons la suite de leur plan. Ce qu'il faudra faire, il faudra comprendre, c'est que quand les réanimateurs jugeront que la réanimation n'a comme effet que de prolonger de 8 jours ou de 15 jours ou de 3 semaines, ils feront le rationnel qu'ils font hors période de crise, mais de ne pas se lancer dans une réanimation dont la conclusion est déjà connue. Voilà, c'est cela. Donc en gros, puisque les réanimations seront peut-être toujours saturées avec des gens qui n'en ont pas besoin, alors du coup, ils laisseront mourir les personnes avec des symptômes plus graves. Et lui, c'est Martin Hirsch, le président des hôpitaux de Paris. Vous nous refaites le coup des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes sur lesquelles vous nous avez annoncé les 500 000 nous, morts. on travaille, plutôt que de dire n'importe quoi comme ce que vous dites en permanence. Messieurs, ne vous jetez pas d'anathème. Il a dit tout l'été que c'était terminé. Il a dit tout l'été que c'était terminé, que la seconde vague c'était de la pure fiction. Je l'ai eu face à moi. Et maintenant il dit qu'il va y avoir un plateau alors que c'est ce que je dis depuis un mois. Donc je vous dites n'importe quoi. Je vous ai dit. En plus, brasser du vent, il n'y a pas de fond, c'est insupportable. Et là encore, le Blachier est pris en flagrant délit de mensonge. Il n'arrête jamais. Tout est son opposé, tout est son contraire, et du mensonge pur et dur. Écoutons donc ce qu'il disait il y a un mois avec sa politesse innée. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès, et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir. Non, ça fait 3 mois. Non, on peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier Martin Blachier. Vous êtes en train de dire. Voilà, donc en fait, lui, il rigolait quand le professeur Toussaint disait qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Et lui explosait de rire en disant le contraire. C'est genre, c'est vrai que c'est marrant, plein de gueux qui vont perdre la vie. Allez, on continue. Je vous ai dit depuis le début, si vous ne supportez plus, alors à ce moment-là, vous n'avez peut-être plus besoin d'être en société, mais si nous sommes encore en capacité de nous écouter, je vais vous donner le point. Je vous ai dit depuis le début que vous vous étiez trompé. C'est vous qui dites n'importe quoi. Je vous ai dit depuis le début que vous avez annoncé des deuxième vague depuis le mois d'avril, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Il se passe quoi là alors ? Il n'y en a pas eu. Il se passe quoi là ? Alors il se passe quelque chose que je vais vous montrer. Grand spécialiste du Covid. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous montrer. Mais c'est du très haut niveau. Continuez. Encore de l'arrogance pure et dure. Toujours la même technique des macrotistes. Rien à dire, alors on devient insultant. Écoutons donc encore ce que lui disait le professeur Toussaint un mois auparavant. Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Voilà, donc encore une fois, il aurait mieux fait de fermer sa grande bouche. L'avantage de ce genre de gars, c'est qu'il se ridiculise lui-même. Il y a juste besoin de les laisser parler. Et écoutez comment Laurence Ferrari va le remettre en place. Du pur bonheur. On veut débattre, docteur Blachier, dans le respect des interlocuteurs qui sont sur ce plateau. Pas besoin de jeter des anathèmes et des noms d'oiseaux. On va parler de définition, d'accord ? Ça, c'est une vague, d'accord ? Vous reconnaissez là les données de Santé publique France sur les décès hospitaliers et les moyennes qui sont celles de chacune des semaines. Ça, ce serait une deuxième vague que vous nous avez annoncée à chaque fois depuis le début. C'est la même. S'il vous plaît, docteur Blachier. Non, mais c'est vous pouvez utiliser d'autres mots, peut-être, dire que c'est faux. Ça, c'est une deuxième vague. Moi perso, ce que je vois de minable ou de lamentable, c'est pas les arguments du professeur Toussaint, car lui il a vraiment de vraies preuves scientifiques, alors que l'autre, à part insulter à tout va, sortir des bruits bizarres et renifler du nez, c'est tout ce qu'il sait faire. La poudre du maquillage doit bien le gratter. Ça changerait. Maintenant vous allez voir, vous allez voir ce qui se passe en ce moment, d'accord ? Ça, ce sont les données de Santé publique France avec 32 décès hier. Expliquez-moi la différence entre une deuxième vague que vous nous avez annoncée depuis 6 mois et la réalité. La
La réalité n'a rien à voir et vous avez transformé votre discours pour dire que maintenant nous serions sur un plateau. N'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de vivre et vous nous dites je vous l'ai prédit depuis le début. Donc restez humble si vous voulez bien. C'est du n'importe quoi, alors écoutons ce qu'il disait le 1er mai. Quand on implémente dans le modèle des mesures qui sont drastiques, distanciation physique et de port du masque, on voit que c'est très probable qu'au bout d'un certain temps, ça va être un petit peu de temps, mais ça va échapper et on aura cette seconde vague. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que même si on fait le testing et le tracking, si on porte des masques et qu'on a une distanciation physique, en particulier dans les zones denses, à un moment, le virus va recirculer. Et vous savez la dynamique que ça a, la circulation virale. Au bout d'un moment, c'est exponentiel. Je rappelle que c'est un virus qui se transmet très très rapidement. Ouais, donc en fait, encore une fois, il ment. Il disait clairement que même avec le masque, nous aurions une vague épidémique qui tuerait au minimum 85 000 personnes. La description d'une seconde vague limitée comme ça en plateau, je l'ai publiée au mois d'août. Je veux dire, je l'ai annoncé face à ce monsieur qui disait que c'était de la folie, qu'il n'y avait rien, que c'était une invention, qu'il n'y avait pas de reprise épidémique. Alors on m'a dit, ah mais non, parce qu'une vague, c'est quand ça monte aussi haut. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Franchement, ça vole un peu trop bas pour moi. Franchement. Ah bah, moi, je me mets au niveau de mon interlocuteur. Soit on arrête le débat là, il y en a un peu qui sort. Voilà, non, mais je vous le dis, ça suffit maintenant. Merci encore Laurence Ferrari de remettre ce pseudo-scientifique à sa place. Écoutons ce que dit un expert des vagues épidémiques, le professeur Toubiana, directeur de l'IRSAN, l'institut en charge des statistiques des épidémies. Effectivement, il y a une hausse, mais cette hausse sont sur des chiffres, des nombres très faibles et elle est très lente. Dans une épidémie, l'important, c'est l'augmentation très forte d'un nombre de décès. Là, on n'est pas dans une augmentation très forte. Plus 43 en 24 heures, c'est pas très fort. Bah écoutez, quand vous passez de 10 à 20, ça fait plus 100%. Et oui, donc encore une fois, le professeur Toussaint a bien raison, une vague épidémique se définit bien par une montée exponentielle subite des cas. En gros, le contraire de ce que nous avons maintenant. On n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne dis pas n'importe quoi. Non mais arrêtez de vous donner des noms d'oiseaux. Arrêtez, c'est insupportable parce que nos politiques ils prennent leurs décisions en fonction de ce que vous dites vous aussi. Je pense pas que c'est en fonction de ça qu'ils prennent leurs décisions. Donc franchement, il y a un moment, il faut juste un tout petit peu retrouver de calme et de sérénité. Là, on l'a pas. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Alors ça, c'est de la correction juste et ferme en direct live. Et encore les arguments de ce Blachier. Oui, je pense pas que ça soit en fonction de ça, en montrant le professeur Toussaint, que les politiques prennent leurs décisions. Ah ouais, bah moi je trouve que c'est dommage. Si le professeur Toussaint était en charge, certainement qu'on aurait une meilleure gestion de cette crise partout en France. On se retrouve en direct dans Punchline avec le professeur Toussaint, Amine El Khatmi, Karim Zerebi, docteur Martin Blachier nous a quittés. On va reprendre. Enfin, le calme et la sérénité va revenir sur le plateau et dans nos têtes. Arrêtons de nous affoler et organisons-nous. Je vous invite tous à rejoindre l'association Bon Sens, créée par Martine Vonner, le professeur Perron, Silvano Trotta et bien d'autres. Cette association va vraiment faire bouger les choses. Je vous ai mis le lien qui est ci-dessous. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.